Alors, nous allons donc vous présenter, Leïla Jarboé et moi-même, cette exposition qui a été composée à deux voix, avec une voix tierce qui n'est pas là ce soir, mais aujourd'hui, mais qui est la plus importante, parce que c'est lui le véritable commissaire de l'exposition. Et cette voix-là, c'est celle d'un poète, d'un écrivain, d'un philosophe, pourrait-on dire, d'un jeune homme qui a vieilli et qui est devenu un grand homme à son tour, et qui, dans ses années de jeunesse, avait rencontré celui qui alors était un vieil homme en partie reclus, en partie baigné parmi les siens, et qui était Edgar Degas. Le jeune homme, vous l'avez compris, c'est Valéry, et c'est autour de ces deux personnages que se structure notre exposition qui, vous allez le voir, en fait apparaître d'autres. Alors, ce dialogue que nous allons mener devant vous, eh bien, il passera de micro en micro au fil de l'eau, si je puis dire, et nous espérons comme cela rendre vivante une présentation qui reflètera la vivacité avec laquelle nous avons mené ce projet et surtout la vivacité des mots et des œuvres qui sont, je crois, éclatantes dans les galeries du 5e étage de ce musée. Pour commencer, il nous faut parler d'un livre dont vous voyez ici deux avatars. Le premier, c'est cette extraordinaire édition Degas, danse, dessin aux éditions Vollard, ouvrage de luxe, ouvrage d'art, ouvrage en grande partie oublié aussi, que nous avons eu le plaisir, parce que cette exposition, comme toute, est une aventure collective, de voir rentrer dans les collections du musée d'Orsay à l'occasion de cette exposition. Cet ouvrage, sans doute, la plupart d'entre vous le possèdent-ils dans des versions moins luxueuses, mais non moins intéressantes. La dernière en date est celle qui circule encore et qui nous a servi de source en grande partie parce qu'il tient dans la poche, c'est ce petit folio essai. Mais de l'un à l'autre, vous allez le voir, il y a une grande différence. C'est non seulement la richesse de l'édition Vollard, mais aussi la présence des images, puisque si l'on se souvient encore de ce texte qui est fondamental dans l'historiographie de Degas, on oublie souvent, et d'ailleurs à regret, en tout cas c'est ce regret dont naît l'exposition, on oublie souvent que ce livre a été illustré de 26 planches hors texte, reproductions d'œuvres, monotypes, dessins, fusains, pastels et autres d'Edgar Degas, passé entre les mains d'un splendide graveur du début du XXe siècle, Maurice Potin, et que nous avons eu le plaisir, puisque le livre était édité en feuilles, de montrer in extenso, je parle là des planches, et le livre, ce sont quelques feuilles éparses, à la toute fin de l'exposition Degas, danse, dessin. Je le disais, cette exposition, c'est deux hommes, mais également un troisième. Vous reconnaissez donc au centre tronqué, l'image est tronquée, mais c'est un autoportrait de Degas, cette figure fondamentale du musée d'Orsay, puisque nous possédons entre nos murs un fonds de référence, une des plus belles collections d'œuvres de Degas. Et vous voyez de part et d'autre les deux acteurs qui se rejoignent pour célébrer sa mémoire au moment où le livre paraît donc en 1936. Paul Valéry, qui écrit depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années, ou en tout cas qui réfléchit depuis 1929 ce manuscrit qui devient Degas, danse, dessin, et l'extraordinaire marchand Ambroise Vollard, à droite de l'image, qui a su, d'une génération plus jeune que les impressionnistes, et d'ailleurs quasiment de la même que Valéry, qui a su reconnaître l'intérêt de la peinture impressionniste et ensuite suivre le fil de ses envies, puisqu'il a magistralement réinventé ou inventé, je ne sais trop, le livre d'art et le livre d'artiste au début du XXe siècle. Et cette entreprise déficitaire et donc parfois méconnue, nous pouvons l'illustrer avec une grande précision au musée d'Orsay, puisque depuis 2010, le musée possède, là encore, un fonds de référence qui est un fonds d'archives issu de la galerie Vollard, dont nous nous sommes servis en partie, et vous le verrez dans les salles du 5e, pour l'exposition. Cette exposition, c'est
un centenaire, tout d'abord, vous l'avez tous entendu, 1917-2017, le centenaire de la mort de Degas, que évidemment ce musée ne voulait pas manquer, comme un certain nombre d'autres d'ailleurs, puisque cet hiver, et il faut vous encourager à passer la Manche pour aller voir d'autres Degas qui ne sont pas moins intéressants et au contraire tout aussi polymorphes. Cet hiver, à Londres par exemple, se tient une belle exposition des pastels de la Burrell Collection. À Cambridge, une formidable exposition sur la passion du procédé chez Degas. Et chez nous, c'est donc un angle littéraire qui a été choisi, qui permet de montrer l'extraordinaire variété des talents de cet artiste qui s'est incessamment réinventé tout au long de sa carrière. Et je vous présente là des images que vous connaissez bien entendu, toutes issues des collections du musée d'Orsay, dessins, pastels, peintures, sculptures, mais aussi photographies. Degas, c'est tout cela à la fois. Et cela, nous avons cherché à l'exprimer parce que, évidemment, Valéry l'a perçu, et Valéry en rend compte dans son ouvrage, bien qu'entre les lignes parfois, puisque son ouvrage est très centré sur le dessin, mais de la même façon qu'il ne parle pas que de la danse, que pourtant l'on voit apparaître de manière très franche dans le titre, Valéry ne parle pas uniquement du dessin, il parle de la création en général, et en vous présentant cette caricature des années 1910 d'Adrien Barrère, parue dans le journal Le Rire, je voudrais vous montrer ce Degas diogénial, comme dit la légende de l'image, qui est reclus dans son tonneau à la manière d'un Diogène, qui sans doute regarde le soleil, et il a beaucoup vu et beaucoup traduit dans ses œuvres, qui a autour de lui la lanterne cassée des philosophes, mais aussi le mannequin désarticulé des peintres et des sculpteurs, la palette et le chevalet, qui néanmoins sont devenus moins utilisés et se font, vous le voyez, colonisés par les toiles d'araignée. Et cette image-là, elle est particulièrement importante en ce centenaire, puisque au début du XXe siècle, Degas est un personnage privé. On dit et on lit souvent que c'est un personnage reclus. Ça n'est pas vrai. C'est un homme qui reste très entouré des siens, et c'est une aventure et d'amitié que l'exposition évoque, parce que tout ce cercle et le milieu qui va faire, et on va l'évoquer par la suite, se rencontrer Degas et Valéry. Mais Degas est quand même un artiste discret qui n'a plus exposé au grand public depuis la dernière exposition impressionniste en 86, et qui a exposé pour la dernière fois en 1898 chez Durand-Ruel de manière relativement confidentielle. Ce peintre diogénial, c'est donc une véritable explosion de couleurs qui livre post-mortem lorsque l'on ouvre l'atelier, atelier que connaissait Valéry, et atelier qu'on dépouillait pour mieux le présenter au public, avec ce paradoxe toujours que les ventes dispersent et révèlent à la fois, que l'on a donc ouvert en 1918 lors d'une série de vacations sous l'égide de Georges Petit, mais aussi des Bernheim, de Durand-Ruel, des Vollard, c'est-à-dire de tous les grands marchands de l'impressionnisme, et une vente qui est une renaissance de Degas, renaissance que nous avons donc voulu évoquer en même temps que nous parlions de l'éclipse de l'homme au moment de l'exposition. Pour cela, et avant de passer la parole à Leïla, quelques mots sur les sources qui ont été les nôtres. Le Fonds d'Orsay, je l'ai dit, pour ce qui est de Degas, pour ce qui est de Vollard, mais aussi des fonds merveilleux conservés à Paris autour de Valéry. Et vous avez là une image de quelques rayonnages fleuris de couleurs, c'est assez joli et presque japonisant, de ce que l'on appelle très sérieusement, parce que révérence il y a, mais elle est bien logique, le Valérianum à la bibliothèque d'Ousset, le temple dédié par Valéry quasiment à lui-même, grâce à l'aide d'un homme qui s'appelait Monod. Vous voyez, ce sont donc des rayonnages que nous avons explorés, des livres, mais aussi des cahiers. Et je présente à dessein ici ce cahier qui parle de Degas. Valéry écrit « L'ange m'appelait Degas ». Il avait plus raison qu'on ne pouvait croire. Ange, étrange. Et il explique qu'il est, comme nous tous, étranger à lui-même et que c'est là, en fait, la quête de ses réflexions. Cahier, donc, qui fait partie de cette immense production matinale, solitaire et extraordinairement féconde de Valéry. Et dans laquelle on peut reconnaître la genèse de toute sa pensée, mais aussi de Degas dans ce dessin. Un dernier mot sur le tout petit cahier que vous voyez là. Ce sont les premiers exemplaires vendus de Degas dans ce dessin et de deux autres livres des éditions Vollard faisant intervenir des œuvres de Degas, La Maison de Tellier
également acquise par la bibliothèque de ce musée pour notre plus grande joie, et les mimes des courtisanes de Lucien, texte antique, révélé par Pierre-Louis, autre ami de Valérie. Alors, Degas dans ce dessin est un livre très original, et c'est ça aussi qui fait que c'est un des livres les plus lumineux sur Degas. Valérie dit que c'est une sorte de monologue, en fait, sur Degas. Ce n'est pas une sorte de monologue de l'artiste lui-même sur Degas. Ce n'est pas une biographie, ce n'est pas un livre critique, ce n'est pas un livre d'histoire de l'art, mais c'est un témoignage, puisque Valérie, en fait, dès qu'il rencontre Degas dans les années 1890, tient ses fameux cahiers, en fait, préférant déjà l'exercice de l'œuvre à son accomplissement, comme le dit Michel Jarty, c'est-à-dire qu'il note tous les jours, en fait, ses pensées, ses réflexions, et il a ces cahiers, en fait, c'est un total de plus de 30 000 feuilles réalisées donc de 1894, alors qu'il est tout jeune homme jusqu'à sa mort. Et accessible sur Gallica, avis aux amateurs. Et numérisé, effectivement, la numérisation est presque terminée. Et donc, il prend ce matériau vivant de ces cahiers dans lesquels il a noté des notes prises vraiment sur le vif le soir après avoir parlé avec Degas. Et des décennies plus tard, il en fait le matériau de Degas dans ce dessin. Donc c'est un livre très riche de souvenirs, mais de souvenirs imbriqué. Ainsi, le livre est polyphonique, un peu comme un palimpseste aussi, où se superposent les strates de la mémoire de différentes personnes du cercle Valérie Degas. Ainsi, Valérie écrit dans ce livre Ernest Roire me racontait, ou Souvenirs de Berthe Morisot sur Degas, et toutes ces voix des Roire, de Berthe Morisot, de Valérie, se tissent pour créer cet ouvrage. Et l'ouvrage a la forme du monologue également dans sa construction, c'est-à-dire que c'est un livre éclaté, en fragments, comme à l'image de la modernité en quelque sorte, c'est-à-dire que c'est un livre qui refuse de donner une vision globalisante, unifiante et figée de Degas, qui échappe à cette vision. Donc c'est une vision par fragments avec des chapitres qui parfois n'ont rien à voir les uns les autres, et parfois le titre du chapitre également ne correspond pas exactement au contenu du chapitre. L'artiste va intituler un chapitre de la danse, et puis il va parler de la danse, et peu à peu ça va l'emmener vers le nu, vers le paysage. Et certains titres sont des dates importantes, ou des lieux, l'atelier rue Victor Massé. Voilà, donc c'est l'originalité du livre en fait qui a été un peu aussi le moteur pour construire cette exposition et pour concevoir la scénographie de l'exposition. Alors nous proposons aux visiteurs de commencer par une sorte d'incipit. Donc nous entrons dans les salles avec une première salle qui est la présentation en fait de l'amitié Valérie Degas et le cercle des sociabilités autour d'eux, que nous avons construit comme un chiasme, c'est-à-dire qu'il y a un buste de Degas qui est orienté vers la pratique de dessinateur de Valérie, puisque je vous parlais des cahiers. Et en fait, les cahiers sont annotés, sont écrits, mais aussi comportent de nombreux dessins. Donc Valérie avait la pratique du dessin, et c'est aussi pour ça qu'il s'intéresse à cette pratique chez Degas. C'est que lui-même, c'est une préoccupation, ce rapport entre l'esprit, le visible, la main, le résultat de ce qu'on voit par le dessin. C'est vraiment une de ses préoccupations centrales. Et inversement, du côté du buste de Valérie dans l'exposition que nous avons emprunté au musée de Sète, qui comporte un important fonds et qui nous a aidés pour l'exposition, nous présentons des sonnets de Degas, puisque Degas a écrit quelques sonnets qui sont aussi, dont certains vers sont vraiment très constructifs pour le parcours de l'exposition, où il nous fait voyager du cheval à la danseuse et la danseuse au cheval, en parlant du cheval tout nerveusement nu dans sa robe de soie, ou en parlant de la danseuse, en disant « danse, gamin ailé sur les gazons des bois ». Donc on voit qu'il avait aussi un certain talent de poète. Alors, Valérie a rencontré Degas par l'intermédiaire d'Eugène Rouard, l'un des fils d'Henri Rouard. Oui, oui, on va revenir. Oui, je voulais juste, parce qu'après, c'était juste pour dire qu'Henri Rouard, en fait, on monte dans l'exposition des pneumatiques, des petites lettres envoyées à Degas par Valérie, et c'est assez drôle parce que Henri Rouard, donc que Degas avait rencontré à Louis-le-Grand et qui était ingénieur et aussi collectionneur et artiste, a construit en fait sa fortune sur différentes inventions, dont l'invention du pneumatique, donc que nous voyons ici. Alors je laisse Marine parler plus précisément de l'amitié qui unit
Une amitié qui, vous le voyez, avec ici de mauvaises photos, mais les véritables œuvres, puisque en haut nous les montrons, mais en registre, accompagnées de facsimilés, une amitié qui semble bien réelle et tout à fait touchante. J'ai beaucoup d'affection pour ce pneumatique 147 qui est là en bas au centre. Degas écrivant à Valérie « Voyons Monsieur Ange », parce qu'il l'appelait ainsi, on vient d'en parler. « Ne pouvez-vous donc pas venir un soir dîner avec un vieillard de 72 ans que la sculpture isole et abrège ?» Et la poésie de Valérie, on la sent déjà dans les mots de Degas, qui nous laissent parfois un peu circonspects, mais qui expriment cette façon dont il a d'aborder le trait et le mouvement, et qui va faire le sujet de l'exposition. Il abrège parce que les formes, il les prend, il vous les donne, et ensuite il s'arrête là, et c'est vous qui continuez. Et c'est à l'occasion de telles réflexions, sans doute, que voyant ces sculptures, c'est ici un petit excursus, le critique Thiébaut Sisson disait que ces sculptures avaient un accent inouï de puissance. Alors je continue, et on va passer vite, parce que comme toujours le temps file, pour vous parler d'Henri Roire, qui est donc sur l'image de gauche, et de deux hommes également cruciaux, Stéphane Mallarmé, debout dans l'image de droite, et Renoir, assis, toute photographie prise par Degas. C'est le cercle des amis qui fait, Leïla l'a évoqué, se rencontrer Degas et Valérie, et il faut dire là combien grande a été la place de la famille Roire, puisque Henri Roire, condisciple de Louis le Grand, légèrement perdu de vue et retrouvé au moment de la guerre franco-prussienne, a été un soutien de tous les instants et un collectionneur hors pair de l'œuvre de Degas. Et évidemment, c'est à cette famille que l'on doit le trait d'union pneumatique, mais pas seulement, entre les deux hommes. Nous présentons, oui, juste un petit mot pour dire que Valérie est même entrée dans la famille... dans la famille des artistes proches des Roire, puisqu'il a épousé Jenny Gobillard, donc, qui était la nièce de Berthe Morisot. Et il habitait 40 rue de Villejuste, dans l'appartement construit par Berthe Morisot, qui est devenu aujourd'hui la rue Paul Valéry. Voilà. Et on présente dans l'exposition, comme ce livre de Gadon's Dessin est avant tout un livre sur la création artistique, nous présentons cette émouvante boîte de pastels dans une boîte à cigares, et cette palette, notamment parce que Valérie, en fait, accordait beaucoup d'importance à la matérialité vraiment utilisée du plasticien. Et il a un beau passage, il écrit un beau passage dans son livre sur Berthe Morisot, justement sur ça, en disant que la palette, pour lui, la boîte de pastels, c'est un désordre plein de promesses. Et il a l'image du concert. En fait, pour lui, cette boîte de pastels, ces taches de couleurs sur une palette, c'est un petit peu comme les instruments de musique qui s'entraînent, qui s'accordent avant le concert. Et c'est un petit peu là qu'il veut nous faire entrer, en fait. Là où nous rentrons également, c'est dans une sorte de laboratoire de la création, cette deuxième salle du moment où l'on ouvre le livre, qui vous présente tout à la fois les manuscrits, les tapuscrits, et je ne m'étends pas parce que ces éléments graphiques et livresques sont à regarder de très près, qui donc vont donner de Gadon's Dessin, entouré, vous le verrez ou l'avez déjà vu, de ces signes avant-coureurs du livre que sont la Maison Tellier dans la vitrine qui est face à nous là sur l'image, et derrière le photographe, les signes qui suivent, c'est-à-dire la traduction de ce livre en édition courante chez Gallimard. Traduction, il y a toujours dans la façon d'un livre, et là elle est particulièrement patente puisque nous avons pu montrer dans l'exposition ce merveilleux pastel des collections d'Orsay et la manière dont, par un processus de sélection mais aussi de transposition dans d'autres matériaux qui sont et d'autres techniques qui sont celles de la reproductibilité, on en arrive à ces planches Ortex formidables. Vous avez donc là une danseuse espagnole en 3 aspects, pour reprendre un vocable cher à Denis, mais donc aussi à ce cercle. Et une dernière planche qui est un clin d'œil sorti du fond Vollard, cette plaque rayée, qui est en fait la justification de la destruction de la plaque de cuivre par laquelle on a imprimé les hors-textes, justification qui est décisive puisqu'elle permet de dire la limitation des tirages, cet ouvrage de luxe ayant été édité à 305 exemplaires, plus 20 hors commerce.
Et enfin, donc, ce cahier pour le jeu du passage de relais entre les générations, puisque les premiers exemplaires vendus de Degas dans ce dessin, vous le voyez, incluent un homme que l'on appelle Picasso et qui est bien connu, n'est-ce pas, de même qu'une relieuse, Mademoiselle Adler, mais aussi la danseuse Rubinstein. Et on voit là comment la mémoire de Degas, transmise par Valéry, qu'il avait connue, nous fait passer de part et d'autre de 1900, du 19e siècle au 20e siècle. Un dernier mot pour cette section introductive sur le plan et la scénographie, puisque c'est une chose très importante. Vous avez là les plans de notre scénographe, Cécile Degausse, qui a fait un travail formidable et qui permet de voir comment, après les sections introductives, c'est cette grande galerie dans laquelle se déroule véritablement le livre et ses trois thèmes, le dessin, la danse, le cheval, et un passage de la ligne au trait, à la forme et au mouvement, accompagné, on va y revenir, par cette ligne serpentine des podiums sur laquelle se trouvent les sculptures, avant le crépuscule final, et donc le livre en feuilles. Donc là, on entre dans la première section de l'exposition, vraiment dans le cœur de l'exposition, après cette introduction dédiée au texte et au livre objet. Et la première section, alors les titres des sections d'exposition sont empruntés bien sûr à Degas dans ce dessin, et les sous-sections également sont faites de citations en fait, de passages particulièrement explicites de ce livre. Donc cette section s'intitule Degas fou de dessin. Valéry reprend en fait une expression qui était traditionnellement associée à Hokusai, et donc dans cette section nous présentons de nombreux dessins qui sont très rarement montrés au public, puisqu'ils sont conservés. En fait, notre fond d'art graphique comporte environ 350 feuilles de Degas, la plupart conservées au cabinet des arts graphiques du musée du Louvre, et ce sont des œuvres très fragiles à la lumière et très rarement exposées. Et là, cette exposition a permis d'en exposer qu'on n'exposerait pas forcément dans une autre exposition de Degas, puisqu'on a voulu fonctionner par groupement d'œuvres pour montrer vraiment l'enchaînement des formes et la manière de procéder de Degas. Donc, c'est des œuvres qui ne se regardent pas comme œuvre individuelle, mais vraiment au sein de tout un processus créatif. Alors Degas avait une idole, un maître, c'était Ingres. Ingres qui lui aurait dit « faites des lignes, soit d'après le souvenir des maîtres, soit d'après nature ». Valéry raconte cette rencontre avec Ingres. Degas a pu le rencontrer à travers le collectionneur Valpinson qu'il connaissait, qui possédait donc la baigneuse Valpinson. Et après avoir rencontré ce maître, il a suivi des cours dans l'atelier de Lamotte, un des élèves d'Ingres. Donc dans cette première section, donc là je vous montre en fait comment on a fonctionné on voulait donner une place importante au texte dans l'exposition, puisque c'est une exposition liée à un livre. Donc on a eu des propositions du graphiste du musée, Cyril Lebrun, et donc voilà, on a choisi dans cette section faute de dessin, qui est divisée en petits groupes d'œuvres, Ingres et les maîtres, le modèle de Sémiramis, Voir et tracer, notamment. Alors, Ingres et les maîtres. Voilà, on voit d'ailleurs que les citations sont contradictoires, puisque parfois on met faites des lignes, parfois d'après nature, mais puis là on voit jamais d'après la nature, donc il y a aussi cette mythification des citations d'Ingres. Donc on entre dans l'exposition avec ce magnifique portrait de Degas, un Degas primitif égaré dans notre civilisation à habit noir, comme disait Mirbeau, un Degas donc habillé de manière contemporaine, mais en même temps qui cite Ingres, mais aussi Bronzino, et ce tableau est accompagné de multiples magnifiques études de jeunesse réalisées par l'artiste alors qu'il était copiste au Louvre, donc dès 1853 il a sa carte de copiste, donc il copie l'antique, il copie la Renaissance notamment italienne, il copie aussi beaucoup Poussin, Holbein. Ensuite il voyage en Italie, il a de la famille italienne, ce qui lui permet d'étudier les Vénitiens notamment et les primitifs du XVe siècle. Donc là, vous voyez des feuilles rarement montrées, dont un carnet d'études magnifique, où il a copié le Dominicain et où il écrit des notes sur ses visites au musée du Capitole et à la galerie Doria. Alors ici, nous montrons des petits dessins liés à des tableaux de jeunesse, où on voit que déjà Degas concentre son attention sur des détails particulièrement significatifs. Déjà dans sa pratique de la copie, on voit quelque chose qui est vraiment un trait dominant de son travail de dessinateur.
Et comme le dit Valérie, il dessine des corps avec un bras, une jambe coudée nette. On voit cette attirance, voilà, pour certains gestes qui se transforment au fil de sa vie. Donc, vous voyez d'abord une étude pour Sémiramis, ensuite un petit dessin d'un esprit très ingresque, où il se concentre juste sur le détail du coude levé. Or, ce détail, on le retrouvera modernisé, accentué, caricaturé dans ces dessins, ces tableaux, ces peintures et ces dessins de danseuses, de repasseuses, de nues. Mais nous y reviendrons. Ensuite, nous parlons du tableau résultat d'une série d'opérations, comme dit Valérie, à travers l'exemple de Sémiramis. Sémiramis construisant Babylone, donc tableau conservé au musée d'Orsay du début des années 1860, que nous avons choisi de ne pas présenter dans l'exposition pour ne pas que l'idée soit de montrer vraiment la génétique d'une œuvre, la genèse d'une œuvre, mais plutôt pour montrer la manière de procéder de Degas en général, pas forcément orientée en vue d'une œuvre, puisque ces études préparatoires en fait, lui ont servi pour construire ces tableaux, mais sont restés dans ses cartons toute sa vie, dans ses cartons d'atelier, et il s'en est servi aussi comme des répertoires de formes auxquels il pouvait puiser toute sa vie. Donc ici, nous voyons un détail d'un dessin pour Sémiramis et un détail du pastel lié, où on voit que l'artiste, dans son souci de rigueur obstinée, comme on pourrait dire, pour reprendre la devise de Léonard de Vinci, citée par Valérie, cherche à étudier même des aspects qui sont cachés dans le tableau final, puisqu'il étudie le corps qui est caché derrière le cheval. Et l'une des belles œuvres, des très beaux dessins de l'exposition que l'on a choisi pour faire la couverture du catalogue, est cette aquarelle particulièrement représentative du travail de dessinateur de Degas. On y voit son aspect très expérimentateur, puisque ce dessin a une apparence assez classique, avec ses plis mouillés à l'antique, mais quand on s'approche, on voit aussi les empreintes digitales de l'artiste, donc c'est très émouvant. Et c'est vrai que cette exposition, en permettant de présenter beaucoup de dessins, permet vraiment de plonger dans l'intimité de l'artiste. Alors c'est aussi intéressant de voir que c'est un fragment peut-être escapé de la destruction par l'artiste lui-même, qui était un éternel insatisfait, et qui a gardé ce morceau particulièrement réussi et abouti, cette belle feuille en soie, avec ce dos aussi que l'on retrouvera dans les danseuses, dans les pastels, déjà animés. Donc on voit que la ligne chez Degas est inséparable du mouvement, même dans sa jeunesse, même lorsqu'il est très inspiré par Ingres. Il y a toujours un côté très dynamique, très vivant dans ses œuvres. Ensuite, nous entrons dans une autre section donc, d'exposition, dans la première partie liée à Degas Faute dessin, qui est centrée plus sur le portrait, avec la chose centrée sur le portrait de famille, en fait le grand portrait de famille, donc dit aussi portrait de la famille Bellelli, que nous avons monté pour l'occasion. Donc là, d'ailleurs, nous avons pu voir que la couleur aussi d'une scénographie, enfin nous le savions déjà, mais la couleur d'une scénographie est particulièrement importante, et là, la scénographe a trouvé une couleur qui met particulièrement en valeur le tableau, qui s'accorde très bien avec le tableau, et qu'elle a puisé justement dans le bleu de Degas. Donc ce magnifique tableau, est-ce que tu veux en dire un mot, est accompagné de donc, ce premier grand tableau de Degas à la transition, enfin quand il renonce à la peinture d'histoire et quand il veut s'inscrire dans la modernité, est accompagné de multiples... Donc là, vous voyez ici l'installation de l'œuvre qui prend une autre envergure quand elle est montée dans l'exposition. Dans les salles du rez-de-chaussée où elle est exposée actuellement, elle est un petit peu tassée, et on a pu la voir. C'est vrai qu'avec cette couleur de simèse et cette hauteur de plafond un peu plus importante et cette respiration autour d'elle, elle prend une autre dimension. Et surtout, elle est entourée de nombreux dessins préparatoires faits par l'artiste pour ce tableau. Ici, vous voyez parmi tous ceux qui sont montrés dans l'exposition les portraits de Giulia et Giovanna Bellelli, donc les nièces de l'artiste. On voit plus trop, voilà, qui sont présentés, où on voit comment l'artiste quitte le trait ingresque pour se forger vraiment une technique propre, où il mêle son étude du passé avec son étonnante modernité, ses innovations même techniques. Donc dans le portrait de Giovanna, il utilise un lavis rose pour créer une atmosphère un peu de papier préparé dans l'esprit des maîtres de la Renaissance florentine, avec un trait qui est encore très fin, mais en même temps il travaille beaucoup le clair-obscur,
donc aussi ce sfumato. Et ensuite, le portrait de Giulia est également particulièrement magnifique, avec cette grande liberté du trait. On voit qu'elle n'a carrément plus de cou d'ailleurs. Le cou est noyé dans une sorte de grands traits à la peinture à l'essence, donc purgé de son huile. Et l'artiste cherchait, comme Léonard et comme les maîtres de la Renaissance, à trouver des nouvelles techniques, des nouveaux secrets pour accentuer la luminosité d'une œuvre. Et on voit aussi à travers ces deux dessins comment Degas est soucieux de briser aussi les limites traditionnelles entre peinture et dessin, puisqu'il dessine. Finalement, il peint, il utilise le pinceau pour dessiner ici, alors que dans d'autres peintures que nous voyons dans l'exposition, dans certaines peintures, on ne voit même plus que le tableau est réalisé sur une toile, on a presque l'impression que c'est sur un papier. Enfin, il mélange vraiment les techniques et brouille les pistes. Après le portrait, nous glissons au nu, avec une très belle phrase de Valérie qui est que Degas, toute sa vie, cherche dans le nu le système unique de lignes qui formule tel moment d'un corps avec la plus grande précision, mais aussi la plus grande généralité possible. Donc là, en fait, on a puisé dans notre fond de dessin. Et alors, le dynamisme de l'accrochage est aussi particulièrement important. L'idée n'est pas de s'arrêter sur chaque œuvre, puisque ce sont des œuvres, comme je disais, qui s'emboîtent, qui fonctionnent vraiment comme un long processus, qui montrent justement un petit peu, les dessins sont pour Degas un peu ce que les cahiers sont pour Valérie, c'est-à-dire c'est vraiment le flux de la pensée, le flux du travail de l'artiste au quotidien, qui ne s'arrête pas. Donc, nous pouvons voir une grande variété de traits, de lignes dans tous ces dessins, dont la plupart sont liés au fait à scènes de guerre au Moyen-Âge. Et on n'a pas choisi les mêmes que ceux qui étaient exposés dans Degas et le Nu, mais le musée en a des dizaines dans sa collection. Donc ce sont des dessins où se mêlent des réminiscences d'Ève chassée du paradis gothique à des études d'après modèles vivants. Le trait est parfois très ingresque et parfois au contraire très vibrant, beaucoup plus épais. L'artiste s'intéresse à des fragments de corps particulièrement significatifs, et ce qu'on a voulu montrer, c'était aussi la permanence, en fait, en rapprochant la permanence des motifs et de la manière de faire, mais également l'évolution du travail du dessinateur, en confrontant un dessin pour Sémiramis et un pastel nu réalisé dans les années 1880, donc plus de 20 ans après, on voit que l'artiste accentue le trait et l'importance du travail dans l'espace. Donc c'est un Degas aussi sculpteur qui modèle la cire, qui s'intéresse au mouvement du corps dans l'espace. Et là, on glisse vers la partie centrale de l'exposition, dont Marine pourra vous en reparler. Et après le nu, on s'intéresse au drapé, puisque c'est aussi une pratique, enfin, pour un dessinateur, c'est quelque chose de central, donc étudier le nu et le vêtu. Et c'est un passage de Valérie, en fait, qui est particulièrement intéressant, où il parle de l'informe, où il dit que l'artiste essaie de donner une structure à un objet qui n'en a pas. Et il prend l'exemple du mouchoir. Donc je jette sur une table un mouchoir que j'ai froissé. Il est d'abord pour l'œil un désordre de plis. Et ce qui intéresse beaucoup Valérie, c'est de voir comment l'artiste, au fait, réussit à retrouver la genèse du regard en faisant abstraction, en fait, de tout ce que les conventions et les préjugés mettent sur un objet. C'est-à-dire, il regarde vraiment l'objet tel quel et il le dessine. Donc voilà le mur des drapés dans l'exposition, qui nous permettra ensuite de glisser vers une autre section de l'exposition sur une autre interprétation du terme pli. Et parmi les drapés, donc je vous propose de voir en particulier ceux qui ouvrent le mur des draperies. Alors vous voyez à gauche une draperie d'Ingres pour l'apothéose d'Homère, et à droite une draperie de Delacroix pour la liberté guidant le peuple. Ces deux dessins, nous les avons empruntés au musée du Louvre, mais ils proviennent en fait de la collection personnelle de Degas. Donc Degas était, comme vous le savez, un très grand collectionneur notamment de peinture, mais aussi de dessins d'Ingres et de Delacroix, mais aussi de Daumier et de multiples artistes. Et on voit comment ici Degas, dans le dessin au centre, donc il y a une étude de figures drapées pour Sémiramis, avec toujours ces fameux coups de pliés qui sont comme une obsession rythmique dans les œuvres graphiques, dans les œuvres de toutes sortes, de Degas. On voit ici comment il anime sa figure avec aux manières de plis mouillés un peu à l'antique. Et on peut penser un peu au texte de la Renaissance où les plis sont comparés aux rameaux de l'arbre parcouru d'une vie ininterrompue. Donc c'est vraiment une belle feuille en soie où il anime le trait
dans cette figure en mouvement. Et nous avons présenté aussi 2 autres œuvres dans l'exposition. Une œuvre qui est présentée pour la première fois, qui a une inquiétante étrangeté dans cette manière qu'elle a de donner une vie propre, autonome au drapé. Et en cela, Degas s'éloigne de la tradition, parce que la tradition voulait que la draperie soit toujours au service du corps qu'elle recouvre. Donc ce dessin très étonnant. Et nous présentons également un nœud de ruban. Alors ne vous étonnez pas, le dessin, nous ne l'avons pas exposé à l'envers, nous ne l'avons pas tourné à 90 degrés. C'est effectivement une question qui va sûrement être récurrente chez les visiteurs, mais nous n'avons pas suivi la griffe de l'atelier Degas volontairement. D'ailleurs, dans les études, dans les livres où elle a déjà été publiée, elle est présentée comme nous l'exposons. Parce qu'en fait, c'est assez intéressant d'ailleurs que le tampon ait été apposé dans le mauvais sens. Ça prouve justement le côté informe de l'objet. Voilà, quand on le voit au milieu d'une multitude de dessins, on ne peut pas voir forcément ce que c'est. C'est le nœud de ruban, donc d'un tutu d'une danseuse probablement en train de rattacher son chausson ou de se masser la cheville. Donc on voit bien qu'il se regarde dans ce sens-là. Et c'est un petit peu l'emblème de l'exposition, puisque c'est l'étude du pastel par l'artiste et cette pratique du pastel donc par laquelle qui va être centrale dans sa vie, puisqu'il va en réaliser plus de 700 jusqu'à ne pratiquer plus que le pastel quasiment à la fin de sa vie. Et c'est aussi cette image de la danseuse, donc une sorte de papillon, encore de la chrysalide à l'étoile. Et nous passons ensuite donc là c'est l'occasion de vous montrer une nouvelle acquisition du musée d'Orsay. Donc le drapé, nous l'abordons aussi sous l'angle du portrait et nous glissons aux grimaces du corps. Oui, donc je vais juste vous dire que, vous voyez, quand je vous disais que les dessins s'articulaient, il y a des œuvres qu'on n'aurait pas montrées dans d'autres contextes. Et là, la sanguine, en fait, on l'expose à côté de la feuille sur papier bleu, voilà, dans ce portrait d'une sœur de l'artiste, où Degas, en fait, s'intéresse sur le pli caractéristique. Je vous remonte juste cette diapositive parce qu'en fait, elle permet de faire une transition sur la prochaine partie de l'exposition, où là, l'artiste s'intéresse au pli le plus spécial. En fait, on passe du pli de l'habit au pli le plus spécial, c'est-à-dire que là, il se trouve que le modèle est une femme enceinte et que l'artiste s'intéresse justement à ça, à ce creux. Il ne représente pas le visage, mais il représente le geste, la rotondité du geste, les plis qui convergent vers finalement ce qui est le plus significatif de l'état et de la personnalité même du modèle au moment où il la dessine. Et on glisse ensuite donc aux grimaces du corps. Grimaces qui vont nous amener vers le mouvement, et le temps passant, c'est moi-même qui vais amener de la rapidité dans tout cela, vous me pardonnerez, parce que la grimace qui est celle du corps nu, celle du pli du drapé, pli donc le plus spécial, Paul Valéry la distingue dans une série d'études qui, dit-il, nous arrête sur cette ligne unique qui dit tel moment d'un corps qui détermine une figure, et également sur cette mimique qu'il décèle dans les œuvres de Degas. Passer, grâce à Valéry, du nu au drapé, au tutu par exemple, et enfin à toutes ces expressions corporelles que vous avez chez la chanteuse de café-concert, chez la petite danseuse de 14 ans, chez les blanchisseuses, c'est s'intéresser à la manière dont les corps du 19e siècle, ce ne sont plus les études antiques, mais désormais les corps contemporains de l'artiste, sont des corps qui travaillent, que l'on plie, que l'on ploie, que l'on martyrise d'une certaine manière aussi, et qui sont pour l'artiste particulièrement intéressants parce qu'au-delà de la beauté idéale qu'ils ne cherchent pas, ils expriment une sorte de contingence et de l'expression qu'il va rechercher aussi bien dans des figures typologiques, pourrait-on dire, qui sont celles des métiers, que dans les visages de ses proches. Et dans ces représentations, il y a toujours, je reprends ces mots juste cités, une sorte d'inquiétante étrangeté que Degas recherchait en toute chose. Il y a aussi dans l'exposition, à travers ces salles, et c'est ici un bon moment pour en parler, des jeux formels que nous avons choisi de suivre et qui parfois sont imposés à nous au moment de l'accrochage, qui était particulièrement plaisant. Vous voyez ici que de la figure qui bâille de la chanteuse de café-concert à celle, qui chante, de la chanteuse à la figure qui bâille de la blanchisseuse, des mains tendues derrière le dos de la petite danseuse à celle qui pesamment s'appuie sur le fer de la blanchisseuse. Il y a toutes sortes d'échos, de mouvements et donc de citations qui ne sont pas celles d'un artiste qui se répéterait des mêmes formules, mais plutôt d'un homme qui a tellement intégré de formes qu'il continue de les employer incessamment.
La figure prise dans son pli le plus spécial et qui grimace, c'est évidemment cette petite danseuse de 14 ans sur laquelle on ne saurait trop s'étendre tellement on en a parlé, ce qui continue de se faire d'ailleurs, avec raison. Petite fille, mais aussi petit corps employé plusieurs heures par jour et de trop nombreuses heures d'ailleurs, à l'opéra, mais aussi dans la coulisse et après, soumise au bon vouloir et au desiderata de ses protecteurs, qui étaient en fait ceux qui ont été choqués par l'œuvre, c'est-à-dire ces bourgeois du XIXe siècle qui étaient choqués d'être dévoilés dans leur duplicité, amateurs de la grâce, mais sous différentes formes et pas seulement plastiques, lorsque l'œuvre, dans sa cage de verre, a été exposée par Degas en 1881, les regardant avec son museau populacier et sa quasi-taille réelle, ce qui en fait est un mythe puisqu'elle est particulièrement petite, à peine 1 mètre lorsqu'on la voit au montage. Et la voilà donc qui sert de pivot à ce qui sera la deuxième partie et la troisième de l'exposition, dans la mesure où cette petite danseuse est l'unique sculpture que Degas ait présentée de son vivant. En 1880, c'est la cage de verre vide qui est présentée et il semble avoir renoncé, ou du moins peut-être n'était-il pas prêt. En 1881, encore 15 jours d'hésitation de toute évidence, et voilà l'œuvre qui arrive et qui fait scandale. Si bien que le reste des sculptures que nous voyons, c'est l'éblouissement de l'atelier et le passage de la cire au bronze pour la conservation, mais aussi la diffusion, les cires étant à Washington. Section qui nous amène particulièrement au mouvement, celle de la danse. Valérie, ingénue, se demande pourquoi l'on ne parlerait pas quelque peu de la danse à l'occasion, à propos du peintre des danseuses. Et évidemment, on l'a suivi, puisque le trait qui forme le dessin sur le papier est aussi pour lui le trait de l'esprit, et cet esprit vif, créateur, qu'il a toujours cherché à attraper à travers son Monsieur Teste, à travers son travail sur Léonard de Vinci et à travers son Degas, c'est véritablement celui-là qui l'intéresse et qui le renvoie à lui-même, toutes ces figures étant un peu de lui-même et en quelque sorte des miroirs. Voilà enfin une ligne particulièrement séduisante dans l'exposition, celle que Cécile de Gauss a dessinée, serpentine, au milieu de cette belle salle où sont convoqués tous les arts, peinture, pastel, dessin, photographie et même le film que Degas n'a pas pratiqué mais qui lui est en partie contemporain. Ligne serpentine qui dessine ce merveilleux podium où l'on voit les danseuses s'égrener comme autant d'états du mouvement gardés par la persistance rétinienne, qui s'inspire de deux présentations, pour l'une historique et pour l'autre encore contemporaine, celle de Rodin au pont de l'Alma qui fait danser les formes sur ces grandes gaines de plâtre, et celle du Norton Simon Museum à Pasadena en Californie qui présente les chefs modèles avec beaucoup d'allant, chose qui a nourri l'ambition de cette forêt de sculptures devenue ligne serpentine de notre propre exposition et que vous voyez ici. Un petit arrêt sur image sur l'une des facéties de ce parcours que nous devons à Valérie et que nous avons exploré comme certains de son temps exploraient les fonds marins, la figure de la danseuse, ou du moins cette forme de méduse que Valérie reconnaît dans la danseuse, reprenant des mots parfaitement elliptique mais séduisant de son maître en poésie, Mallarmé qui disait que la danseuse n'est pas une femme qui danse car ce n'est point une femme et elle ne danse pas. Et lui continue, après avoir pris quelques notes que vous voyez ici de Méduse au cinéma, en disant que cette image n'est pas seulement juste, elle est aussi vraie, puisque la plus libre, la plus souple, la plus voluptueuse des danses possibles lui est apparue sur un écran où l'on projetait de grandes méduses. Et cet écran, c'est celui du XXe siècle, c'est celui du cinéma que Valérie a pu voir en se rendant dans des salles publiques, mais aussi lors de projections privées, puisque dans un cahier de 1929, une petite anecdote nous est narrée, c'est Vendredi Saint, et le roi et la reine des Belges qui se trouvent à Paris décident de voir des films, mais ils ne peuvent pas se rendre au cinéma parce que c'est Vendredi Saint et que ce serait trop public sans doute, et ils demandent au couple Breuil qui les accueille, en présence d'Anna de Noailles et de Valérie, une projection privée. Et cette projection, c'est un film d'animaux marins. Animaux marins qui, en fait, à l'étude, ont fait l'objet de beaucoup de films pédagogiques au début du XXe siècle. Ici, vous avez des captures d'écran d'un film tout en haut de 1907, et également
de films beaucoup plus oniriques que l'on voudrait donner à Méliès, mais ce n'est pas le cas ici. Il s'agit du réalisateur Gaston Velle, qui travaillait pour les frères Pathé, et qui nous montre un petit homme qui ne s'endort pas et qui monte dans les airs, descend dans les mers, et tout d'un coup s'émerveille de voir descendre ces méduses qui, touchant le sol, se transforment en danseuses. Chose merveilleuse qui montre la pénétration de ces figures et de ces régimes du rêve dans la pensée de l'époque, et que nous avons eu le plaisir de rapporter à ces tutus-méduses, pourrais-je dire, de Degas, qui sont si nombreux et qu'il est plaisant de relire de la sorte. La danse est évidemment aussi le mouvement, suite de figures qui s'enchaînent les unes aux autres et qui créent ce que Valéry appelle l'état de danse, et que l'on peut comprendre comme, il ne le dit pas, mais un état de transe qui est à la fois cet talent extraordinaire de la danseuse, et qu'il faut aussi comprendre comme celui de la danse des muses, qui le soir, et cela Degas y tenait, dansaient mais ne se parlaient pas. La danse, que l'on aborde donc avec un certain nombre d'artefacts autour des œuvres de l'artiste, un petit manuel, le manuel Roré de la danse, contemporain de la naissance de l'artiste, qui vous montre cet enchaînement de figures, mais très encore teinté des formes antiques. Danse analysée sur les vases classiques par des artistes et aussi des théoriciens de la danse comme Maurice Emmanuel. C'est le livre à droite qui regarde l'orchestique de leur temps à travers les monuments antiques et avec les moyens qui leur sont contemporains, par exemple le fusil chronophotographique de Marais qui est utilisé pour décomposer les poses. Et tout cela, ces poses décomposées mais recomposées, trouvent un éclatant résultat et une merveilleuse interprétation dans les danses serpentines de la Loie Fuller, contemporaine de Degas, sans qu'on puisse exactement dire s'il les a vues. Toujours est-il que cet artiste représentant des danseuses, des foyers, des choses très, très fines dans les années 70, se met à travailler le mouvement dans des formats allongés. Ce format de double carré qu'il appelait lui-même tableau en long a donné lieu à des séries de peintures de danseuses, mais aussi de jockeys. Et nous avons ici à Orsay l'une des plus merveilleuses œuvres de cette série, les danseuses montant un escalier, qui, vous le voyez, s'égrènent d'un angle inférieur de la composition à l'angle supérieur opposé, et qui semblent être tout à la fois des danseuses prises dans l'instant, dans la salle de répétition, mais aussi, et c'est là l'irruption du temps et de l'espace dans la peinture de Degas, des figures qui s'égrènent et qui n'en sont qu'une seule à différents instants de sa course. Pastel, peinture, sculpture montrent cela, de même que la question du sol et de l'informe, sur laquelle je ne m'appesantis pas, mais qui est extrêmement évocatrice. Valéry ayant dit que Degas était l'un des rares peintres qui ait donné au sol son importance, chose que l'on voit quand on regarde ces planchers merveilleux, mais aussi, dit Valéry, la danseuse vue comme un crabe sur la plage, c'est-à-dire vue d'en haut, et il rend là hommage aux différentes façons dont Degas a posé son regard si sagace sur ces petites figures de la grâce qu'il avait le plaisir d'aller voir à l'opéra et qu'à un moment de sa carrière, il a eu l'heure de regarder depuis la coulisse. Et ces figures, pour elle, sont quasiment les mêmes que celles du cheval que, dit-il dans un vers, il regarde tout nerveusement nu dans sa robe de soie. On passe entre les mondes et on reste dans le plaisir d'observer la vélocité, la grâce, la nervosité et sans doute l'éphémère également à travers ces équidés qui sont montés par des amateurs, c'est le cas dans cette œuvre, ou par des jockeys professionnels que Degas avait évidemment beaucoup regardé. Et là, il avait juste de dire, on a conçu la scénographie, la scénographe a conçu une accélération de l'espace. Donc là, il y a un rétrécissement, une espèce de dynamisme montant en fait au fur et à mesure de l'exposition, qui se sent donc dans la dernière section sur le cheval, où d'abord le cheval est plutôt vu dans son aspect plastique, donc comme Marine vous l'a dit, tout nu dans sa robe de soie, mais ensuite vraiment dans son aspect dynamique et de rapidité, voilà. Et un dynamisme qu'il faut aller chercher dans le statisme, qui est une forme particulière du mouvement. Pour commencer, le statisme de ces chevaux qui sont ceux du Parthénon, mais aussi dans le statisme de ces formidables planches par lesquelles les contemporains de Degas, dans les années 70 et 80, ont cherché à décomposer le mouvement. Il y a donc là à la fois le mouvement qui va s'animer à travers le film, mais aussi le mouvement dont on cherche à montrer comment il se développe. Et vous voyez là trois œuvres, photographies et dessins analytiques
de marée qui vous montrent le mouvement du pas d'un cheval et qui ne sont pas sans avoir irrigué, et l'on ne parle pas là de conséquences exactes, mais d'univers visuel et scientifique, les œuvres de Degas, puisque avec ce très beau dessin en 3 aspects, peut-être comme il y a eu un duc de Richelieu en 3 aspects sous le pinceau de Champaigne et Yvonne Le Roll en 3 aspects sous celui de Maurice Denis, on vous montre le jockey en 3 aspects, celui, j'aime à penser, qui n'est pas si loin de ces planches d'Épinal de la maison Pellerin que les petits-enfants découpent pour remettre les formes en 3 dimensions dans l'espace. Le mouvement, l'espace, le temps, mais aussi la succession des images, c'est évidemment des conceptions qui irriguent les jeux et la pensée des hommes et des femmes du XIXe siècle. Dès 1830, vous voyez ce petit thaumatrope, petite chose que l'on fait tourner et que l'on a tous apprécié enfant et qui, grâce à la persistance rétinienne, fait se superposer 2 images qui ainsi se complètent, disques de phénakisticopes qui mettent le cavalier en mouvement, mais aussi les danseuses. Il n'est pas anodin que ces 2 thèmes aient été ceux de ces objets-là, de même que ceux de Degas. Et enfin, le praxinoscope que nous présentons là-haut, il est dommage de ne pas le voir mouvant, mais c'est à l'esprit de suppléer cela, dont la légende précise, en 1879, qu'il anime les dessins sans en diminuer l'éclat ni la netteté, chose que nous aimons à considérer comme un écho de notre projet à la fin de cette galerie qui a montré tant de dessins et tant d'éclat du geste dessinateur. Muybridge, évidemment, parce que Muybridge, c'est la concrétisation de ses études sur le mouvement, dont Degas fait sien les résultats, mais dont il se détache aussi, puisqu'à la fin de sa vie, licence artistique et pirouette de vieil homme qui a trop vu et a tout emmagasiné et rend personnellement, dont il se détache en représentant de nouveau ses chevaux les 4 fers en l'air, à l'image de ceux de Géricault du Derby d'Epsom par exemple. Clin d'œil aussi des commissaires, puisque la représentation du mouvement, elle est très ancrée dans la peinture de Degas et des impressionnistes, et elle s'associe avec ses recherches de cadrage qui, vous le voyez dans le tableau de la collection Camondo, coupe les formes, coupe ici le personnage qui s'avance, le Tilbury qui part, et que l'on aime à relier à la photographie. Mais ce n'est pas exactement cela, puisque quand dans les années 70 les impressionnistes inventent ce type de cadrage, la photographie, qui a bien sûr une influence sur la vision des peintres, n'est pas encore capable de représenter le mouvement techniquement de cette manière. Et il nous a été plaisant de ressortir cette photographie représentant Degas et son ami Bartholomé lorsqu'ils se rendaient chez l'un de leurs proches amis, Janniot, en Bourgogne, qui sans doute pose dans cette photographie prise à un moment où certes l'on peut dire l'instantané, mais un instantané qui semble très bien composé puisqu'il reprend les termes mêmes du cadrage et de la peinture de l'artiste. Et parlant de photographie, c'est le moment de montrer d'autres figures de ce cercle qui introduit Valérie à Degas, les filles Le Roll, fils du peintre et collectionneur Henri Le Roll, Yvonne et Christine, qui seront liées par le mariage à la famille Roire, avec Degas, à gauche de l'image, et Mallarmé et Paul Gobillard, cousine de Julie Manet, sœur de Janie, qui épousa Paul Valéry, devant un tableau de Manet, et il est plaisant à l'occasion de la présentation de cette image de citer ces quelques vers de Mallarmé qui se disaient tors et gris comme apparaîtrait miré parmi la source un saule, et ajoute « Je tremble un peu de mon portrait avec Mademoiselle Paul », avec un de ces quatrains dont il avait le secret, et qui nous montre les coulisses en quelque sorte de la réalisation de ses œuvres, puisqu'il dit trembler un peu, tout à la fois de l'image que l'on donne de lui, mais aussi sans doute à cause du temps de pause, puisque ce Degas qui avait si bien représenté le mouvement dans ses tableaux avec des procédés qui nous semblent photographiques, au moment où, par une de ces toccades merveilleuses qu'il voit se passionner l'espace d'un hiver 95-96 pour une technique, ici celle de la photographie, eh bien Degas se met à la photographie avec les moyens quasiment du daguerréotype. Ce sont ces longues séances de pause qu'il impose à ses familiers et qui ont donné ces images formidables de clair-obscur. Le clair-obscur, ce n'est pas exactement celui que cherche Sacha Guitry, qui néanmoins s'exprime avec les moyens du noir et blanc. Et nous finissons l'exposition en refermant le livre et en présentant, après
avoir regardé si bien comment la ligne s'anime et devient forme et mouvement, comment ce vieil homme qui refusait les hommages, puisqu'il avait notamment refusé que Valérie lui dédie son Monsieur Test, eh bien comment il refuse à Sacha Guitry d'être filmé pour ceux de chez nous, et comment Guitry, facétieux, plante sa caméra sur le boulevard et filme le vieil homme chenu, courbé, quelque peu incertain, qui s'avance à 2 ans de sa mort sur le boulevard de Clichy, au pied de son immeuble. Et tout cela nous mène à ces dernières années, à ce portrait à la fois effrayant sans doute, mais touchant aussi, du tout vieil homme sur son lit de fer, qui n'avait jamais cherché à s'entourer d'un luxe effréné et qui avait plutôt gardé ses œuvres que de les vendre, photographié par sa nièce Jeanne Fèvre. Et c'est l'occasion pour nous de refermer le livre avec 3 citations superbes de Valérie, qui se trompe d'abord de date, mais exprime que ce 25 septembre 1917, dit-il, « J'apprends la mort de Degas ». Un petit commentaire à la fois ému et peut-être politique. Il y a peut-être un peu d'affaire Dreyfus derrière tout cela. Il ajoute « Il meurt en ayant trop vécu, car il meurt après sa lumière ». Et nous finissons par ces mots superbes, mais encore ces mains chercher des formes. Et ces mains que nous avons choisi de montrer pour illustrer ces mots de Valérie, ce sont celles, bouclant la boucle, de l'étude de mains pour la famille Bellelli et pour la figure de Laura, tant aimée par l'artiste. Manière de dire, après avoir cité la couleur de ce fond de papier peint sur toutes les 6 messes de l'exposition, combien la famille Bellelli est un tableau focal, un tableau Princeps, un tableau autour duquel la carrière de Degas se déroule et qui montre l'ambition d'un homme nourri aux académies et aux réflexions académiques et qui va embrasser le moderne et faire de la peinture de son temps, de la peinture d'histoire qui représente l'histoire réelle de ses contemporains. Nous finissons là avec la table des hors-textes, puisque c'est ainsi que Degas dans ce dessin s'achève, et avec cet enchevêtrement de figures qui sont proposées par Vollard pour accompagner les pages du texte sans lien exact. Oui, en fait, le livre, la bibliothèque du musée d'Orsay a acquis l'ouvrage en feuille, ce qui permet, en fait, ce qui était vraiment l'édition de luxe, parce que les amateurs, en fait, qui ont acheté le livre de Degas dans ce dessin d'édition Vollard dans les années 30, en fait, pouvaient ainsi accrocher les gravures, les 26 hors texte, comme bon leur semblait. Et donc, nous voulions montrer le livre dans son intégralité aux visiteurs, et en fait nous avons demandé à la scénographe qui a travaillé et on a travaillé aussi avec des restauratrices de livres, en fait, de concevoir une planche métallique, de fixer les planches de livres sur des cartons et fixer avec des aimants, ce qui permet en fait de présenter de manière légère. Évidemment, c'est des pages de livres, donc on n'allait pas les mettre sous cadre. En même temps, ce sont aussi des œuvres d'art, puisque ce sont des gravures d'après des dessins de Degas, donc on n'allait pas les mettre sous vitrine. Donc là, on a trouvé un compromis. Et donc vous voyez un déroulé, en fait, sur 2 murs de toutes les planches, où l'on voit donc les 25 hors-textes, puisqu'il y en a un qui était dans l'introduction, le frontispice, et puis aussi des pages de chapitres particulièrement intéressantes, où on peut lire le texte imprimé avec quelques in-textes qui reprennent donc des dessins de Degas. En fait, toutes ces gravures ont été faites d'après des dessins de Degas réalisés dans les années 1880-1900, la plupart plutôt d'ailleurs les années 1880, et ont été achetés pour la plupart par Vollard lors des ventes d'ateliers. Et ce sont des dessins très esquissés qui montrent vraiment le processus créatif et pas du tout l'idée de perfectionnement, d'aboutissement. Et voilà, nous aimions comme ça permettre aux visiteurs de terminer le livre ainsi. Et d'autant plus que quand nous refermons le livre, nous espérons que vous en ouvrirez d'autres. Évidemment, toutes ces œuvres, on les retrouve, ainsi que des éclairages, dans le catalogue qui a été un grand plaisir de faire ici avec notre éditrice et son équipe, et surtout dans ce magnifique facsimilé auquel l'occasion a donné l'occasion de naître, et donc actant par là la renaissance de Degas dans ce dessin aux éditions Vollard, puisque le musée, en coédition avec Gallimard, réédite ce livre en feuille, c'est-à-dire dans sa version originelle, pour remettre entre toutes les mains et devant tous les yeux amateurs ces mots merveilleux et ces planches formidables. Merci.